Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 6e épisode du PJT. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet qui, je le sais, vous préoccupe beaucoup et nous aussi, la fast fashion. Ce modèle de production textile ultra rapide et à bas coût dont les conséquences sociales et environnementales sont aujourd'hui largement documentées et sont en vérité catastrophiques. Derrière un t-shirt à 3 € acheté sur Shein ou un jean Zara, que se cache-t-il ? Des ouvriers, des ouvrières et parfois même des enfants payés en dessous du seuil de pauvreté, des enfants privés d'école, des rivières polluées, des tonnes de déchets textiles. La fast fashion, ce n'est pas seulement une affaire de mode, c'est un véritable révélateur des dérives de la mondialisation. Le 10 juin dernier, le Sénat français a adopté une loi inédite de régulation de la fast fashion, marquant alors une première mondiale en la matière. Ce texte vise à freiner l'expansion des marques d'ultra fast fashion en agissant à plusieurs niveaux sur lesquels nous reviendrons peut-être. Interdiction de la publicité, y compris via les influenceurs pour les enseignes identifiées comme ultra polluantes. Écotaxe progressive par article textile, 5 € dès 2025, porté à 10 € en 2030 pour faciliter le développement du recyclage textile. Taxe de 2 à 4 € sur les petits colis expédiés depuis l'extérieur de l'Union européenne pour limiter les importations, affichage obligatoire de messages d'information sur l'impact environnemental, sanctions renforcées, ciblage explicite de plateformes comme Shein ou Temu. Face à la mode jetable, l'Europe est-elle en dehors du jeu ? A-t-elle les moyens dans ce grand marché de consommation textile qui inonde chaque jour plusieurs millions de colis importés ? Est-ce que l'Europe peut encore agir ? Normes sociales, règles douanières, accords commerciaux, les leviers sont tous là, mais il faut encore les mobiliser. Alors est-ce que l'Europe peut freiner l'invasion de ces produits qui viennent inonder le territoire européen ? L'Europe peut-elle mettre fin à la fast fashion et surtout à quelles conditions, avec quels outils ? Alors pour répondre à toutes ces questions, j'ai avec moi la chance d'avoir deux invités. Saskia Bricmont, merci Saskia d'être là. Donc Saskia est une collègue députée européenne belge, elle est membre du groupe des Verts. Saskia a beaucoup travaillé sur les questions de commerce international, de droits humains, de transition juste. Et Saskia, tu as notamment beaucoup porté des sujets sur la traçabilité, les normes sociales dans les accords commerciaux, la régulation des importations textiles, tu nous diras tout ça. Et puis Victoire Sato, merci Victoire d'être là. C'est vraiment, je suis très heureux que vous soyez avec nous. Donc Victoire, vous la connaissez sans doute parce que vous la suivez beaucoup sur les réseaux sociaux. Victoire est médecin de formation, ça j'ai découvert ça, que vous étiez médecin de formation. Et elle est la fondatrice du média de Good Goods, experte reconnue des enjeux RSE dans le secteur de la mode, du luxe, du textile. Vous êtes aussi membre fondatrice de la Fédération de la mode circulaire et vous défendez une mode plus responsable, circulaire et compatible avec les limites planétaires. Merci à toutes les deux d'être avec moi ce matin. Et donc pour commencer cette première séquence, on va démarrer sur la question de l'industrie textile. Parce qu'avant de parler des solutions, en fait, il faut qu'on comprenne l'ampleur du problème. Conditions de travail, exploitation de femmes, d'enfants, exploitation humaine en règle générale, respect des droits humains, on l'a vu avec les Ouïghours qui avaient été beaucoup documentés, et mon collègue Raphaël Glucksmann avait beaucoup travaillé sur le sujet, pollution des eaux, des sols, émissions de CO2. Victoire, vous travaillez depuis longtemps sur ces questions et en tant que spécialiste de ces sujets, quels sont selon vous les impacts aujourd'hui les plus alarmants de la fast fashion que le public ne connaît pas encore ? C'est une vaste question. Ouais. J'aimerais essayer de dézoomer et de justement, alors peut-être mettre le doigt sur ce qu'on connaît, qui a été évoqué, l'impact sur les travailleurs et les travailleuses du bout du monde, l'impact sur l'environnement qui sont souvent pointés du doigt. Ça, je vais y revenir. Mais il y a tout un écosystème d'impact, y compris sur le consommateur, sur la santé et sur l'économie également, qui sont sous-estimés et qui sont importants à comprendre.
puisque finalement, malheureusement, quand on parle d'exploitation sociale des travailleurs à l'autre bout du monde, on a un phénomène qu'on appelle de mort au kilomètre, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à réaliser quand on est dans une enseigne de fast fashion, sous les néons en train de choisir son t-shirt, qu'on fait du mal à des êtres humains et à l'environnement. Donc en essayant de les aborder par bloc, d'un point de vue environnemental, les conséquences sont absolument dramatique. On a à la fois les étapes de production, les étapes de distribution et la gestion des déchets. Aujourd'hui, on produit 150 milliards de vêtements par année, donc c'est 3 fois plus qu'il y a 20 ans. On en utilise à peu près 30% de ce qu'on a dans nos placards et on jette en moyenne, c'est entre 9 kg et jusqu'à 35 kg aux États-Unis par habitant par an de déchets textiles. Donc c'est monstrueux. On a une pollution qui est d'abord liée à la production du vêtement en lui-même, donc extraction des ressources naturelles, qu'il s'agisse de coton à grand renfort d'eau, d'engrais, de pesticides. C'est un des 5 premiers consommateurs d'engrais, l'industrie de la mode. C'est aussi la 3e industrie la plus consommatrice d'eau et qui est responsable via la pollution des teintures de 20% des nappes phréatiques dans le monde, dont 80% sont impropres à la consommation en Chine. On a évidemment donc la partie consommation d'électricité qui est rarement mise en lumière, mais qui finalement fait les conséquences en termes d'émissions carbone. Fait qu'elles sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire extrêmement conséquentes. En fait, ce sont les machines qui servent à fabriquer les vêtements, à filer le tissu, à fabriquer, donc à assembler les vêtements, qui sont très consommatrices d'énergie dans des pays au mix énergétique très carboné, donc principalement en Asie, mais pas seulement. Et donc, une fois qu'on a fabriqué ces vêtements, qu'on a transformé ces matières, on les achemine évidemment. Souvent, le transport est considéré dans l'imaginaire collectif comme une grosse source de pollution, mais c'est pas le cas. En dehors du transport par avion, évidemment, qu'utilise large manu la fast fashion. Et puis, une fois qu'on a ces vêtements dans nos placards, ensuite, non seulement on les utilise peu, mais en plus, on a tendance à les entretenir mal, à trop les laver. Il y a un relargage massif de microplastiques qui est directement lié aussi à notre consommation de fast fashion, puisque aujourd'hui, 64% des matières sont du polyester, dans 100% des matières textiles utilisées, et ça va jusqu'à 90% des matières dans l'ultra fast fashion qui sont issues du pétrole. Donc relargage massif de microplastiques, donc impact sur la biodiversité. Et puis ensuite, la question du déchet, donc on en a parlé. Aujourd'hui, on voit pulluler sur les réseaux au Chili, au Ghana, en Colombie, des déserts qui sont en fait des décharges à ciel ouvert, qui sont remplis de vêtements dont on ne sait pas quoi faire, dont il semblerait que 1 sur 3 issus de l'ultra fast fashion ait encore son étiquette. Donc c'est-à-dire qu'on a un tel rapport de jetabilité aux vêtements qu'on considère que c'est pas un problème, c'est plus fatigant de le renvoyer finalement malgré les retours gratuits. Plutôt on préfère le jeter. Que de s'en débarrasser. Donc ça c'est pour la partie environnementale. La partie exploitation humaine, très rapidement, mais ce sont des caricatures et en même temps qui ne rentrent pas suffisamment dans nos esprits. Plus de 80% des employés du textile dans le monde, ce sont des femmes. Une grande majorité qui a moins de 35 ans, qui n'ont aucun droit, qui n'ont pas de salaire minimum vital, qui n'ont évidemment pas de retraite, pas d'assurance de quelque sorte que ce soit, qui sont victimes très régulièrement d'agressions physiques, sexuelles, qui n'ont pas d'équipement de protection individuelle. Donc la manipulation des engrais dans les champs ou bien des colorants dans les usines, c'est par là d'ailleurs que je suis rentrée dans ces sujets en tant que médecin. En fait, ce que je trouvais vraiment aberrant de soigner des gens en Occident qui étaient potentiellement malades de choses qu'ils portaient, tandis qu'on altérait délibérément à des fins capitalistes la santé d'autres personnes à l'autre bout du monde. Donc ça, c'est pour les 2 volets. Je vais essayer d'être un peu plus brève. Non, mais c'est bien, ça permet d'expliquer. Concernant les conséquences sociales et environnementales qu'on peut avoir en tête. Et après, il y a tout le reste, c'est-à-dire quid de la santé des utilisateurs et des consommateurs ici, mentale ou physique. Physique, ça va être en fait tout ce qui est lié au port des vêtements dont on ignore les conséquences, et notamment, alors de plus en plus de révélations se font, mais avec les PFAS, les polluants toxiques en tout genre, mais qui, pour jusqu'à 94% des colis issus de Chine sont considérés non conformes selon les normes de la communauté européenne. Donc on ne sait pas ce qu'on porte littéralement. On sait par contre qu'il y a un passage transdermique, donc c'est-à-dire à travers la peau. On sait qu'on les inhale, on sait qu'on les ingère aussi, puisque quand
vous mettez, notamment quand vous êtes enfant, les mains dans la bouche après avoir touché un textile, eh bien vous ingérez des microparticules de plastique et des polluants éternels. Donc aujourd'hui, la science a démontré qu'il y en avait dans nos utérus et qu'on fabriquait des bébés qui étaient pré-pollués dans nos poumons, dans nos cerveaux, dans le sang circulant, et qu'il y a des conséquences majeures qui sont en train d'être révélées sur donc la perturbation endocrinienne, les maladies endocriniennes, la cancérogénèse, notamment les cancers infantiles, l'obésité infantile, les allergies, etc. Donc c'est un discours qui est hyper alarmiste, mais qu'on entend trop peu et qui est en directe corrélation avec si vous voulez, les anti-pluies, les produits déperlants, les inifuges, etc., qui servent en fait à donner des propriétés techniques ou esthétiques aux vêtements et aux matières qu'on porte. Évidemment, on les retrouve dans la nature une fois qu'on se débarrasse de ces vêtements. Donc ça, c'est pour la partie atteinte à la santé physique. Et puis après, il y a la santé mentale. En ce moment est débattue beaucoup en France la question de l'impact de TikTok sur la santé mentale des jeunes. Mais quid de la course à la conso, en fait, parce qu'on a été biberonné depuis une cinquantaine d'années à l'idée qu'il y avait une corrélation directe entre nos achats et le bonheur. Et donc, finalement, on passe notre vie dans une quête de l'avoir plutôt que de l'être, à essayer de gagner de l'argent pour le dépenser en apparat. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a un taux de suicide, d'isolement, de maladies mentales, notamment liées à des comparaisons de nos vies sur Instagram, qui ont été démontrées par le docteur, par exemple, en psychologie, Aurore Bardet, qui travaille beaucoup sur ces sujets. Évidemment, les injonctions à la minceur, à la beauté, etc. Donc, c'est vrai que ça, c'est des conséquences qu'on ignore le plus souvent quand on parle de fast fashion. Et puis, le troisième volet, c'est celui économique, puisqu'on aura largement le temps d'en parler, je pense, mais ce sont des marques qui soit ne payent pas leurs impôts en France, soit ne payent pas leurs impôts tout court, ne payent pas de taxes, ne sont pas soumises aux mêmes régulations en termes de TVA. Et donc, c'est autant d'économies qui n'irriguent pas les pays européens, la France en particulier, parce que c'est une des cibles principales de Chine. Et donc, on n'arrive pas à se rendre compte que finalement, les centres-villes meurent et se paupérisent parce qu'il n'y a plus de boutiques physiques, parce qu'il n'y a plus de commerce de proximité. Et donc, il n'y a plus de vie alentour et qu'on se reporte sur Internet ou dans les zones commerciales qui sont encore aux mains de ces géants de la fast et de l'ultra-fast. Donc voilà, c'est un discours négatif pour démarrer, mais je vous propose qu'on aille ensuite vers les solutions. C'est ça bien parce que ça va permettre de déblayer un peu tout ça, parce que qu'est-ce que ça t'inspire, Saskia, tout ça? Parce qu'en vérité, ce que nous décrit Victoire, c'est vrai qu'il y a un côté un peu alarmiste, parce qu'en fait, ça touche à tous les pans de la société. Et est-ce qu'en fait, finalement, par le biais de la fast fashion, on ne voit pas en fait tout ce qui est en train de déréguler à la fois l'économie, nos sociétés, nos systèmes de vie et voilà, est-ce que on peut prendre conscience de tout ça? Comment est-ce qu'on peut changer un peu le format? Donc merci pour d'avoir posé le décor, parce qu'effectivement c'est à partir de là que moi j'ai voulu ici au Parlement européen créer un groupe de parlementaires qui veulent travailler sur la question du textile, parce que comme vous l'illustrez, ça touche à tous les secteurs, du commerce international à l'usage de l'eau, à l'utilisation des pesticides et des produits chimiques, donc les régulations environnementales, le droit des travailleurs, bref, c'est hyper vaste. Et donc, seul, on n'y arrivera pas, il faut qu'on soit plusieurs, parce que ça ouvre plusieurs boîtes de Pandore. Mais je crois que le point de départ, c'est déjà qu'il y ait une reconnaissance du problème. Et ça, l'Union européenne, dans sa stratégie textile, a reconnu qu'il y a un problème lié à la fast fashion. C'est déjà un premier pas qui n'a pas encore abouti à toutes les réglementations nécessaires pour régler ce problème de fast fashion. Mais je dirais que la fast fashion est un des résultats aussi d'un système capitaliste mondialisé, d'hyper et de surconsommation, sans regarder les à-côtés sociaux et les conséquences sociales environnementales. À partir du moment où on a reconnu le problème de la fast fashion, et c'était sous le mandat précédent, donc 2021, on ne parlait pas encore de l'ultra fast fashion. Oui. C'est seulement après la présentation de ces stratégies textiles qui a donné lieu au règlement éco-conception, qui touche par exemple à la question de la fabrication, donc quels matériaux utiliser pour assurer le recyclage, la réutilisation des textiles notamment. Un règlement qui prévoit aussi l'interdiction de jeter des invendus textiles, donc 30% d'invendus qui deviennent automatiquement des déchets. Donc il y a la reconnaissance de ce problème-là et l'Europe essaye de s'y attaquer. Mais à côté de ça, il y a énormément d'autres pas à poser qui ne le sont pas encore. Et quand on touche à l'ultra fast fashion,
aujourd'hui, il n'y a pas encore de reconnaissance qu'il y a aussi, il faut le dire, un problème chinois. Parce que derrière l'ultra fast fashion, c'est Chine, c'est Temu, c'est ce à quoi la nouvelle loi française veut s'attaquer. Et là, on touche à un rapport d'initiative sur lequel on est en train de travailler dans la commission IMCO, donc du marché intérieur ici au Parlement, qui est l'e-commerce. Ouais. Donc la régulation en fait des achats en ligne et on via voit que les plateformes d'e-commerce. Ce qu'il y a, c'est que j'ai rencontré des agents douaniers à Roissy, aéroport Charles de Gaulle, qui nous disaient en fait il y a une vraie mafia quelque part dans l'organisation de l'e-commerce liée aussi aux commandes qui sont passées en Chine, parce qu'il y a un contournement des réglementations européennes qui est qui est assumé en fait de la part de cette plateforme et une volonté aussi en envoyant des petits paquets individuels qui ne sont pas taxés de contourner les capacités de contrôle de l'Union européenne, que ce soit à Roissy, que ce soit ailleurs. Je te coupe une seconde, Saskia, parce que je pense que c'est important de le redire. Ça, c'est des sujets qu'on a beaucoup portés. Moi, je suis beaucoup intervenu depuis que je suis au Parlement européen sur le sujet. Il faut savoir que, parce que tous ceux qui nous écoutent ne le savent peut-être pas, quand on commande des colis qu'ils arrivent en Europe, et en France en particulier, qu'ils ont coûté moins de 150 €, ils ne sont pas taxés. C'est ça. Ils ne sont pas taxés. Ce qui fait qu'on a une double concurrence supplémentaire par rapport à ce que tu pourrais amener d'ailleurs. Ça, concurrence, typiquement, les boutiques locales qui savent plus faire face à ce type de concurrence totalement déloyale. C'est un des éléments qu'on attaque dans notre rapport. C'est aussi, je pense, dans la loi française désormais que ces petits paquets seront taxés. Alors, on espère que le coût va être assumé par les plateformes, mais on sait que le risque, c'est que ce soit sur les clients. Alors, est-ce que c'est un problème? Parce que cette question du coût revient tout le temps dans les débats. Oui, mais vous allez faire augmenter le prix. Il faut que l'on travaille, et ça va de pair avec un sujet qu'on aborde assez peu encore en Europe aujourd'hui, au déploiement d'une filière textile en Europe, à un modèle de slow fashion basé sur des matières premières qui sont durables. On parle du chanvre, on parle du lin, de redéployer des cultures aussi en Europe de matières premières pour recréer une filière. Je viens d'une région qui est historiquement textile. Je suis belge, donc frontalière avec la France, le nord de la France, région de Moucron, Roubaix, Lille. Et c'est presque un traumatisme pour les personnes quand on parle de redéployer une filière, parce qu'il y en a encore beaucoup qui ont vécu la fermeture des usines textiles. Mais néanmoins, d'un point de vue économique, d'un point de vue débouché industriel, et je sais que ça a fait l'objet d'un autre podcast, mais il y a un vrai potentiel économique de redéployer une filière. Bien et c'est aussi la demande des entrepreneurs, des makers dans le secteur qui disent « oui, mais on manque en fait d'une chaîne complète pour pouvoir vraiment déployer une offre de textile durable ici en Europe. » Et l'objectif, en faisant ça, c'est de miser sur la qualité, la réduction de la consommation et de réinciter les consommateurs, quelque part, à se tourner vers des pièces qui coûteront un petit peu plus cher, mais qui dureront plus longtemps, qui seront de meilleure qualité, et derrière, d'attirer l'attention sur l'impact social, environnemental aussi des vêtements que l'on porte, et sanitaire. Et ça, je suis d'accord avec Victoire. On en parle tellement peu, alors que nos enfants sont de plus en plus sujets à des problèmes de perturbations hormonales, avec les perturbateurs endocriniens, à des problèmes d'asthme, ça ne vient pas de nulle part. C'est aussi en partie lié aux vêtements que l'on porte, aux aliments que l'on consomme, évidemment aussi à la qualité de l'air. C'est un mix, un cocktail de toxiques. Mais les vêtements, c'est tellement un bien de première nécessité qu'on porte au quotidien, qu'il y a vraiment un phénomène global à appréhender. Et c'est un peu l'objectif en créant un groupe de travail ici au niveau européen, de travailler avec les organisations de la société civile, puisque vous avez aussi l'expertise, évidemment aussi avec les ONG qui travaillent avec les travailleurs du bout du monde, parce que je crois que Rana Plaza, tout le monde l'a encore en tête, 2013, l'effondrement d'un bâtiment qui a fait plusieurs morts, majoritairement des femmes, et qui ont révélé aux yeux du monde l'ampleur de la problématique. Est-ce que depuis, les choses ont réellement changé ? Il y a un accord sur la sécurité au travail qui a impliqué plusieurs pays, plusieurs marques, mais il y a encore énormément de lacunes. On sait que le droit de syndiquer n'est pas encore généralisé. Or, ça a des répercussions sur les droits des travailleurs, des travailleuses, sur leurs conditions de travail.
avec le dérèglement climatique, il y a un paramètre supplémentaire dont on parle encore assez peu aussi, c'est l'exposition aux températures extrêmes dans ces usines. Absolument. Et donc, voilà, simplement température la extrême, santé le bruit, travail de ces personnes. Ouais. Mais il y a un sujet, moi je voudrais remettre sur le devant de notre discussion, un sujet qui est beaucoup revenu. Moi sur les réseaux sociaux, à chaque fois que j'ai parlé de ces questions-là, et que ce soit sur les petits colis, sur la fast fashion, sur tous les effets de la consommation, la plupart des commentaires que j'ai, des retours, c'est ok, très bien, on a compris, c'est polluant, c'est pas bien, c'est sympa, ok, tout ce que vous dites est très juste. Mais en fait, nous, on gagne 1 500 € par mois. Et en fait, se payer des t-shirts à 2 € ou habiller nos enfants, et on sait ce que c'est le coût des vêtements pour enfants, bah en fait, si on n'a pas ces plateformes-là, on ne peut pas le faire. Et en fait, finalement, ok, vous voulez sauver la planète, tout ça, c'est bien, hein, vous êtes généreux, les gens disent, mais en fait, nous, vous préférez qu'on puisse plus s'habiller. C'est un peu provoque ce que je dis, mais C'est important d'adresser. en fait, je pense que qu'est-ce qu'on répond à ça? On répond tout un tas de choses. J'adore cette question, merci beaucoup. La première chose, je reviens sur ce que disait Saskia, sur l'argument démocratique qui est le caractère accessible de la mode. Je suis curieuse de voir l'origine des commentaires qui sont sous les vidéos que vous évoquez, puisqu'il a été démontré très récemment que la plupart du temps, ce sont des bots qui sont payés par des marques d'ultra fast fashion qui génèrent des commentaires automatiques en faveur du caractère prétendument démocratique de l'ultra fast fashion et de la durabilité prétendue aussi des vêtements Shein. Donc ça va être moi j'ai un pantalon que je mets depuis 2 ans ou alors moi je suis contente de m'acheter un t-shirt à 3,50 €. Donc déjà, est-ce que vraiment cet argument vient des consommateurs ? C'est à vérifier. Il y a également une étude IFOP qui a été commandée à ces fins par la marque elle-même et qui a été utilisée pour faire du lobbying par des influenceurs dont Magali Berda récemment. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, si on reprend le point de vue du consommateur, moi j'ai fait le choix de travailler avec les professionnels de la mode pour cette raison, parce que je suis convaincue que c'est certainement pas aux consommateurs qui gagnent un SMIC en période d'inflation à être sermonnés sur ces questions. Et il y a des parallèles intéressants avec le code de la route qui a permis de réduire drastiquement via l'interdiction les accidents qui étaient liés aux vitesses importantes. C'est pas parce qu'on a expliqué aux gens qu'il y avait des dizaines de milliers de morts chaque année, y compris des enfants, c'est simplement parce qu'on leur a imposé des lois. Et ça marche pareil avec le tabac. Les gens n'ont pas arrêté de fumer parce qu'on leur a dit attention, il y a 9 cancers du poumon sur 10 qui sont liés à la consommation de cigarettes. Ça leur fait ni chaud ni froid. La responsabilité individuelle, elle est trop complexe à aller chercher et je pense que c'est la responsabilité des entreprises dans l'exercice de leur libre concurrence et du gouvernement de légiférer. Maintenant, donc, si je reprends le point de vue du consommateur, ce qui est important, j'aime bien adresser la question du pourquoi plutôt que du comment. C'est pas comment est-ce que je consomme, c'est pourquoi est-ce que je le fais. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans, il n'y avait pas la fast et il n'y avait pas l'ultra fast fashion. Est-ce qu'on était mieux habillés ? Je pense que oui. Est-ce qu'on avait des vêtements qui étaient meilleurs pour notre économie, meilleurs pour notre santé et qui nous rendaient aussi plus épanouis esthétiquement, parce qu'il y a quand même un argument clairement qu'on n'entend jamais, c'est que la pire manière d'être à la mode ou d'avoir du style, c'est quand même de s'habiller chez Ultra Fast Fashion. Je tiens à le préciser, c'est plutôt la culture des vêtements vintage, des matières de qualité qui fait que quand on voit quelqu'un dans la rue qui a une certaine prestance, on se dit waouh, j'aimerais bien avoir cette aura. Bon, ça c'est un petit argument, mais quand même. Et donc, une fois qu'on a répondu à cette question, est-ce qu'on était plus heureux en fait en consommant moins et mieux, ou aujourd'hui en étant dans cette course effrénée ou n'importe quoi qui fait que toutes les semaines on peut rentrer dans une boutique type H&M, acheter 15 vêtements et recommencer la suivante sans avoir de contentement. Enfin, ça c'est une vraie question à se poser. Après, il y a vraiment l'argument économique. Vraiment, ça c'est mathématique, compliqué à réaliser, mais une fois que vous le posez, si vous faites un petit tableur Excel tout simple, de combien de vêtements j'ai besoin, de combien de vêtements j'ai envie, et finalement, qu'est-ce qui est un investissement et qu'est-ce qui est une dépense ? Si vous achetez un t-shirt à 25 € dans une marque de mode éco-responsable, en mélange lin et coton bio, on va dire, vous allez le porter 2, 3, 4 ans et peut-être une quinzaine de fois par an, un basique. Vous divisez donc le coût d'achat à 25 € par le nombre de fois que vous l'avez porté. Ça vous revient à quelques centimes par portée du vêtement. En anglais, on appelle ça le cost per wear. En français, c'est le coût par portée, mais
C'est moche et c'est moins connu, mais c'est un calcul intéressant parce que si vous prenez un vêtement Chine et que vous dites ok, il a coûté 2,22 € ce t-shirt, je le sais parce que j'en ai commandé pour des fins de micro-trottoir, donc 2,22 € le coût du t-shirt. Ils ont quand même réussi à me faire 15% de réduction et à pas me faire payer les frais d'envoi. Donc je reconnais que c'est très fort. Mais honnêtement, vous le recevez. Déjà l'odeur quand vous ouvrez le paquet, c'est une bombe. je veux dire, c'est une émanation de cancer en soi le truc. Ensuite, une fois que vous l'essayez, ça vous va pas. Donc effectivement, vous enlevez même pas l'étiquette et vous le déposez et vous n'en faites rien. Vous avez perdu 2,22 €. C'est bien supérieur à quelques centimes qui correspondent au nombre de... Comme je l'évoquais, au coût par portée sur le t-shirt éco-responsable. Donc ça aussi, c'est une nouvelle mécanique à avoir en tête. Mais finalement, c'est la seule industrie dans laquelle cette consommation infinie est possible. Vous prenez la cosmétique, vous prenez même l'alimentaire. Vous ne pouvez pas acheter 15 burgers et les manger, vous ne pouvez pas vous mettre 15 crèmes sur le visage, quand bien même vous auriez une frénésie. Pareil pour les iPhones, etc. Donc il y a vraiment... Il faut se décentrer sur cette question de mode, en fait, et comprendre la façon dont le marketing nous matrixe le cerveau et cette injonction à l'achat nous fait croire que, en tant que personne qui gagne un SMIC, on a besoin d'acheter des nouveaux produits à ses enfants toutes les semaines, alors qu'en fait, c'est ce compte-là qu'il faut réussir à détricoter. Ouais. J'ai envie de revenir sur la question des lobbies, parce qu'effectivement, il y a une énorme pression et on le voit. Et à nouveau, la loi française touche à la question de la publicité, puisqu'il y a une vraie publicité agressive qui joue sur l'impulsivité, en fait. Qui presse les jeunes surtout à acheter en déant les X minutes parce que sinon l'offre risque de passer, on risque de perdre sa pièce favorite. Et on sait que l'algorithme va toujours trouver les pièces préférées de la personne qui scrolle parce qu'en fait elle a des habitudes de consommation que l'algorithme connaît. Et donc vous allez toujours recevoir ce qui vous plaît et ça donne envie. Et à un moment donné, on sait que l'impact, à nouveau, social, environnemental est là et je pense qu'il y a beaucoup de citoyens qui sont sensibles à ça. Quand il y a eu la campagne sur l'exploitation des Ouïghours, ça a donné lieu à quoi politiquement? Un règlement excluant le travail forcé. Quand il rentrera enfin en vigueur, avec un peu de chance, il y aura un impact, notamment sur les Ouïghours et les autres travailleurs forcés dans le monde. On sait aussi que notre modèle encourage finalement l'exploitation des travailleurs du bout du monde. Les femmes, derrière les femmes qui sont dans des situations de précarité, il y a le travail des enfants. Les chiffres se sont améliorés, mais on sait aussi qu'avec le départ de l'aide américaine, la baisse des budgets de coopération au développement, le travail des enfants va réaugmenter, parce que c'est vraiment lié à la situation socio-économique des parents. Et ce sont des sujets sur lesquels on a un impact individuel. Souvent, les gens nous disent « mais comment est-ce qu'on peut agir ? Comment est-ce qu'on peut agir face à tous les problèmes, face à cette... » Voilà, impact social, environnemental que représente le secteur, notamment textile. Il y en a d'autres. Eh bien, simplement en faisant des choix de consommation qui sont beaucoup plus responsables et effectivement en diminuant nos achats et en se disant vers quoi est-ce que je peux me tourner. Mais à nouveau, le problème de l'offre aujourd'hui est réel. Il y a des endroits où on a encore assez peu d'offres en matière textile réellement durable. Et c'est là-dessus qu'on a les leviers législatifs aussi. Tu disais, est-ce que l'Europe est impuissante face à ça? Ben non, en fait, l'Europe, elle a tous les leviers pour travailler sur son marché intérieur, pour travailler dans le cadre de ses accords commerciaux, à des clauses sociales, environnementales fortes et contraignantes, de s'engager avec les compagnies. Le problème, c'est le backlash politique sur le devoir de vigilance des entreprises. On avait enfin une directive sur le devoir de vigilance. Les conservateurs, avec l'aide de l'extrême droite, ont poussé pour réviser à la baisse ces législations et mettre moins de contraintes, ce qui est dingue. Au nom de l'incapacité des entreprises à agir et que c'est mauvais pour la compétitivité, alors qu'il y a plein d'entreprises qui nous disent ben non, nous on y va, on le fait en fait. On n'a pas attendu l'Europe pour avancer, on le fait déjà, et donc revenir en arrière, c'est nous punir, nous, entreprises qui se veulent vertueuses et qui veulent avancer. Et donc on a les capacités de le faire. Deuxième chose, c'est les traités commerciaux. Avec le contexte géopolitique dans lequel on est, il y a un vrai appétit de ratifier des accords de commerce qui n'ont plus de clauses sociales environnementales contraignantes. Et là, on court à la catastrophe. Ouais. Parce que toute cette reconnaissance, toutes ces avancées qui ont eu lieu pendant des années grâce au travail aussi acharné de la société civile, des campagnes d'information sur l'impact de nos traités de libre-échange, que ce soit dans le secteur textile et d'autres secteurs, est en train de vraiment être balayé au nom de la diversification de nos échanges commerciaux européens avec le reste du monde. Et là, moi, je tire la sonnette d'alarme. Je pense qu'il faut qu'on continue à être engagé avec les pays partenaires dans des clauses sociales environnementales contraignantes pour justement
qu'enfin l'impact soit positif pour les travailleuses et les travailleurs du bout du monde, Bangladesh, Pakistan, ailleurs, mais aussi qu'on assure qu'on mette fin à cette concurrence déloyale avec des entreprises souvent plus petites, ici en Europe, qui, elles, avancent sur ces questions sociales, environnementales de manière inédite à certains égards. Enfin, il y en a qui avancent, quoi. Et H&M, Zara, parce qu'on parle de l'ultra-fast, mais la fast fashion reste un problème en soi aussi. Parce qu'il y a des vraies évolutions, H&M, Zara, il y a des évolutions ces dernières années? Il y a des évolutions, mais quand on creuse, il reste quand même pas mal de problèmes. Celui des surcommandes, par exemple, pour réduire les coûts, on sait qu'il va toujours y avoir des commandes beaucoup plus élevées que ce que la marque est en capacité de vendre, ce qui génère des invendus textiles jamais portés. Donc ça, c'est un des modèles de la fast fashion qui reste problématique. On sait aussi qu'il y a plusieurs entreprises qui ont notamment leur siège en Europe qui se sont lancées dans des plans de transition, mais qui n'intègrent pas, par exemple, les travailleurs dans la conception de ces plans. Donc il n'y en a que 2 sur une bonne soixantaine qui intègrent les travailleurs dans la conception de ces plans. Donc il y a des limites à l'engagement des marques de fast fashion aujourd'hui sur lesquelles il faut qu'on continue à travailler. Je pense qu'il faut travailler main dans la main avec elles, mais en régulant aussi. Et malheureusement, voilà, la révision à la baisse de la directive sur le devoir de vigilance ne va pas dans cette direction-là. Il y a quand même un espoir, pour rebondir sur ce que vous disiez et pour répondre à votre question sur l'évolution de la fast fashion. Moi, je suis tout à fait alignée sur la question des volumes. On l'a dit en entrée de jeu, ce qui pollue, c'est la production majoritairement. Donc à partir du moment où on ne réduit pas la courbe de production qui au contraire est exponentielle aujourd'hui, de nombre de vêtements neufs mis en marché chaque année, quelles que soient les actions qu'on peut faire en faveur de l'économie circulaire, en faveur du recyclage, en faveur de l'intégration de matières éco-conçues, finalement c'est saupoudrer de verre du business as usual. Donc il faut une vraie réorientation des modèles économiques de ces marques qui ne peuvent plus fonctionner sur des volumes. Le point, la lueur d'espoir que je vois, puisque finalement il n'y a pas le discours écologique ou de respect des travailleurs sociaux ou même de la santé des utilisateurs ne fait pas écho chez ces grandes entreprises, c'est qu'il va y avoir, à mon sens, ils vont être contraints de changer de modèle du fait des conséquences climatiques de leurs actions. Je donne un exemple hyper concret. Vous appelez H&M ou Primark, vous avez la majorité de vos manufactures qui sont réalisées au Myanmar, au Bangladesh, dans ces pays-là. Des pays dans lesquels, vous l'avez mentionné, il fait déjà parfois 50 degrés 3 mois de l'année, en été. Et dans les hangars qui ne sont pas des usines, mais qui sont des hangars dans lesquels il n'y a aucune norme en termes de climatisation, en termes d'aération, pas d'équipement de protection individuelle, etc., eh bien les gens ne peuvent plus travailler parce qu'ils font des malaises, parce qu'ils ils ont besoin de s'hydrater, etc. Même chose dans les champs de coton en Inde, par exemple, où la chaleur est démentielle et où, par ailleurs, les cultures de coton notamment sont de plus en plus tendues du fait des conséquences climatiques en fait, et des aléas du climat sur les cultures, inondations, sécheresses, etc. Du coup, quand vous êtes toujours Primark et que vous avez une logique de volume, si 3 mois de l'année, vos usines ne fonctionnent plus et si vos approvisionnements de coton, il y en a moins, ils sont moins qualitatifs et ils coûtent beaucoup plus cher parce qu'il y a une tension internationale au niveau des matières, forcément, dans 10 ans, votre entreprise, elle n'existe plus si vous restez sur ce modèle qui, en plus, en termes de conséquences environnementales, auto-alimente ce cercle vicieux. Donc, l'espoir que j'ai, c'est qu'en dehors de Chine, qui n'est pas du tout partie dans ce sens, ces entreprises-là entament un pivot, ce qu'a pu faire par exemple Zara avec l'économie circulaire en particulier, vers une économie non plus de volume mais de précision. C'est-à-dire comment est-ce qu'on produit moins de vêtements et qu'on conserve nos marges pour générer des capitaux et pour rester dans une logique économique capitaliste parce que c'est le monde dans lequel on vit, donc il n'est pas question de décroissance. Jusqu'ici, on n'a pas trouvé la route vers ce chemin-là, mais en tout cas, vers une révision nécessaire des modèles. Et certaines marques de mass market, comme ProMode ou comme Celio, l'ont compris et sont déjà vers ce chemin de transition. Ce sont plutôt des taiseux et des faiseurs, mais démontrent que c'est possible parce qu'en plus, ce sont des entreprises qui, dans un contexte hyper délétère pour l'ensemble du secteur, vont plutôt bien. Oui. Donc ça montre que ça peut fonctionner aussi économiquement. Et pourtant, on a vu que sur les nouvelles normes, sur la prise de conscience, soi-disant, on a eu tout un débat en France. Je ne sais pas si tu as suivi ça en Belgique, c'est que nous, on a eu la nomination d'un
ancien ministre français qui a été nommé responsable RSE. C'est ça, ça me fait serrer les oreilles. De chez Shein. Et Christophe Castaner. Et c'est pas le seul, hein, c'est pas le seul. Et il y en a plein. Et en fait, ils viennent vous expliquer sur les plateaux télé, enfin moi je l'ai entendu, je l'ai lu, dire non, mais moi je suis là pour faire respecter les normes sociales, environnementales, vous allez voir, tout va bien se passer. C'est du pipeau en fait. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir avec quel diplôme et quelles compétences légitimes sa prise de poste. Moi, c'est la première question que je me pose. La deuxième, c'est, et c'est intéressant d'ailleurs que notre président de la République l'ait défendu récemment, en ce sens, en mettant en avant ses actions pour le port de Marseille, de décarbonation notamment. Est-ce qu'on n'a pas un lien direct entre le fait justement qu'il gère le port de Marseille et notamment l'arrivée de tous ces cargos qui permettent de faire passer ces colis en France et puis sa prise de poste chez Shein. Donc personne n'est dupe. Il y a des chiffres, des nombres monstrueux qui circulent sur les montants qui auraient été touchés par M. Castaner pour ses missions de lobbying. Malheureusement, si c'était un cas isolé, il pourrait avoir le bénéfice du doute. Il y a Monsieur Günther Oettinger en Allemagne qui était au Parlement, un ancien du Parlement européen. Il y a Nicole Gage également, ancienne du gouvernement. Enfin, ils sont une armée et c'est intéressant de voir que c'est la même année où Shein a été rebootée 2 fois d'une éventuelle LBO aux États-Unis et puis donc entrée en bourse aux États-Unis et à Londres et également de plus en plus menacée par les projets de loi, qu'en parallèle on a un recrutement choisi dans les milieux politiques de lobbyistes qualifiés avec un gros carnet d'adresses. Donc, j'ai pas vraiment de choses à dire en dehors de... C'est déplorable, humainement, et puis peut-être une question pour Monsieur Castaner. De se regarder dans un miroir le matin. Ouais, est-ce que vous avez des enfants ? Est-ce que vraiment vous aviez besoin de cet argent ? Est-ce que vous êtes satisfait de votre personne quand vous vous regardez dans un miroir le matin ? Ça pose une véritable question éthique. Ça, c'est la première chose par rapport au modèle qu'ils veulent défendre. Et on sait que le modèle de Shein, si effectivement le business model, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, n'est pas revu, l'impact sociétal ne peut pas changer puisqu'il y a les problèmes d'exploitation des travailleuses et l'ultra rapidité avec laquelle Shein va confectionner une nouvelle gamme de vêtements et qui va être très rapidement acheminée en Europe et ailleurs dans le monde. Mais il y a aussi le fait que Shein siphonne des créations en fait, d'autres créateurs. Enfin, c'est via une IA, une intelligence artificielle qui va aller chercher un peu de création partout et faire des modèles à partir de zéro créateur que eux-mêmes payent. Et donc on a des problèmes de propriété intellectuelle derrière, on a le problème environnemental et des petits paquets qui sont livrés à domicile quand ils font l'objet d'un contrôle et qu'ils ne sont pas conformes. En fait, on sait que très vite, ils sont contournés et que le client ne saura jamais que sa première commande a été saisie aux douanes, par exemple, puisqu'il va recevoir son colis, quoi qu'il arrive, puisqu'ils sont informés des contrôles qui ont lieu. Donc, vous voyez que c'est tout un système qui est entretenu par le modèle Shein et qui est problématique. C'est pour ça que je disais d'emblée, il faut d'abord qu'il y ait une reconnaissance du problème. Alors, il y a des plaintes qui ont été déposées. Il y a aussi la Commission européenne qui enquête sur les pratiques de Shein. Donc, on va voir à quoi tout ça aboutit. Mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on reconnaisse qu'il y a certains types de modèles économiques qui sont derrière, qui sont certainement pas dans le modèle de la décroissance, mais qui sont loin d'être des modèles durables. Il y a que 0,3% du secteur qui est circulaire aujourd'hui au niveau mondial. Donc il y a un vrai enjeu d'inclure aussi la circularité dans les modèles économiques des entreprises, dans nos accords de libre-échange européens avec des pays tiers. Mais il faut aussi que l'Europe reporte cet agenda-là au niveau mondial, au niveau de l'OMC. L'OMC aujourd'hui, c'est l'Organisation mondiale du commerce qui est assez HS puisque les modèles multilatéraux ne sont pas en vogue. L'Union européenne a une responsabilité d'amener ces questions-là de manière proactive sur la table des négociations internationales aussi, parce qu'en fait, tout ce dont on parle aujourd'hui, ce sont des engagements internationaux qui sont pris par l'Europe, par nos pays, mais aussi par le reste du monde. Les enjeux climatiques font l'objet d'accords au niveau de l'accord de Paris. La biodiversité et sa protection et sa restauration, c'est la même chose au niveau des Nations Unies. Toutes les conventions de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui couvrent les droits des travailleurs, des travailleuses, le droit de se syndiquer, etc.,
sont des conventions qui sont signées, ratifiées par beaucoup de pays au niveau international. Et donc toute la question, c'est comment faire en sorte que collectivement, on se conforme à ces engagements. Et là, évidemment qu'on est puissant pour agir au niveau français, belge, européen. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on actionne le levier mondial, donc on ne parle plus vraiment pour le moment. Et puis surtout qu'il y a un sujet... parce qu'en vérité, depuis le début qu'on échange ensemble, on voit bien une chose qu'on avait nous en tout cas à l'esprit, mais j'espère que ceux qui nous écoutent le découvrent un peu plus. C'est que tout ça, c'est un modèle en fait. Ce modèle d'une mondialisation dérégulée, sans limite, dans une société qui pousse toujours plus à la consommation et où chaque nouveau indicateur, que ce soit le marketing, la publicité, maintenant les algorithmes des réseaux sociaux, ce qui donc crée une pression sociale nouvelle et supplémentaire sur des catégories de population. En fait, tout ça, c'est le paroxysme d'une mondialisation qui est totalement débridée et sans limite, qui fait fi des limites planétaires, qui se dit « cachez-moi cette pollution que je ne saurais voir, peu importe ce qu'on a dans les vêtements, de toute façon ça fera des cancers dans 20, 30 ou 35 ans, donc c'est pas grave, les effets seront... » En fait, tout ça est un modèle politique qui a été décidé, en réalité, accompagné par des choix politiques, bien sûr, mais décidé par des grands manias de la mondialisation qui écrasent une forme de système, et on le voit que ce soit sur les réseaux sociaux, la mode, la consommation, etc. Mais il y a quelque chose qui est encore plus grave. Quand on parle de Chine, par exemple, ou de Temu, ce qu'on ne dit pas suffisamment, et tu viens de le dire, c'est à ce qu'il y a à l'instant. Tu produis des modèles de fringues, quelles qu'elles soient. Tu n'as pas de créateur derrière. C'est de l'intelligence artificielle, c'est dupliqué, ça reprend. C'est injecté sur le marché européen à perte financièrement dans un premier temps. Parce qu'en fait, qu'est-ce que fait derrière tout ça aussi le gouvernement chinois ? Je pense qu'il faut l'expliciter de la sorte. C'est qu'ils viennent sur un marché, le marché européen, détruire la capacité de production européenne que nous pourrions avoir sur la question textile, pour finalement faire ce qu'ils ont fait sur tout un tas d'autres modèles, les panneaux photovoltaïques, des minerais rares, etc., pour récupérer la capacité de production. Et finalement, ce qui est à bas coût aujourd'hui, on ne sait pas demain comment ça viendra. Parce que quand on se retrouvera, si le système n'est pas inversé, dans 10, 15, 20 ans, qu'on sera totalement dépendant, et que, on le veuille ou non, tu seras obligé d'acheter exclusivement tes vêtements dans des grandes plateformes chinoises qui auront écrasé tout modèle économique différent, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Et donc je pense que là, on est dans un moment où on doit aussi mettre un grand coup de virage pour réinverser ça. Parce que je pense que ça, il faut qu'on prenne en considération tout ça. Absolument. Je voudrais rebondir de deux façons différentes. Une façon très négative sur le futur et une façon beaucoup plus optimiste, les deux très concrètes. Merci d'aborder la question de la stratégie de Chine et du futur de la mode dans 10 ans si on ne les arrête pas, parce que c'est un sujet qu'on ne pose pas assez sur la table, et le recul dont on manque sur cette entreprise nous empêche de voir où est-ce qu'elle va placer ses pions et ce qu'elle a déjà elle en tête depuis longtemps. L'idée, c'est effectivement de faire ce qu'on appelle du dumping, donc d'arriver sur un marché, de casser les prix largue à main nue, quitte à être pas rentable, c'est ce que fait Temu, en ayant des financements privés ou publics d'ailleurs du gouvernement chinois probablement, en récupérant, donc on l'a évoqué aussi rapidement, mais question très importante de la data qui va directement effectivement en Chine et qui est captée, que ce soit la copie des designs, la data des utilisateurs, parce que à chaque fois qu'on va sur cette application ou sur un réseau social, on donne l'intégralité des informations qui nous concernent à cette entreprise. Donc tu donnes ton portrait robot numérique en fait. Exactement, et c'est comme ça qu'on est encore plus qualifié, targeté, là encore cercle vicieux. Mais donc, au-delà de la question de la data, donc le dumping, c'est tout simplement cette volonté d'arriver sur un marché, effectivement, de casser les prix pour faire en sorte que toutes les entreprises meurent les unes après les autres, ce qui est le cas avec les enseignes qu'on voit fermer chaque semaine, en tout cas en France. Et une fois qu'on a fait ça, celles qui sont encore en vie ou en survie, on leur dit très bien, maintenant que
vos petits copains ne sont plus là et qu'on a le monopole du marché, on va faire élever, ce qui est déjà le cas, les coûts d'acquisition qui ont été multipliés par 2 voire par 3 pour les marques dans ces 3 derniers mois du fait de l'augmentation des taxes aux États-Unis. Alors je reprends dans l'ordre, mais en gros Trump dit les mini-mi, donc les colis, j'en veux plus. Je vais mettre une taxe jusqu'à $100 par colis. Donc forcément, là, les USA ne sont plus un marché pour les marques comme Shein et Temu, qui reportent leur activité et notamment le spamming marketing sur les réseaux sociaux en achetant des ads Google, etc., sur l'Europe. Raison pour laquelle le nombre de colis a été multiplié chez nous par 3 et les coûts d'acquisition ont augmenté d'autant. Donc vous demandez à une marque aujourd'hui de mode qui avait un coût d'acquisition autour de 20 € sur le segment premium il y a 2 mois, aujourd'hui c'est 42. Donc chaque acquisition de chaque client, c'est 42 € par marque et par produit. C'est monstrueux. Donc, une fois que Shein a fait ça, eh bien, la solution pour ces marques, c'est de dire, OK, vous avez les coûts d'acquisition, vous les maîtrisez, donc vous allez nous distribuer. Désormais, vous allez créer une super plateforme revendeur multimarque. Et donc, nous, marques françaises, on va être dépendantes de vous, un peu comme Amazon, si on veut pouvoir continuer à vendre. Donc, mainmise sur l'ensemble du marché. Effectivement, la réaugmentation des coûts. Et comme en parallèle, en plus, il y a un détricotage complet de nos chaînes de valeur et une exportation de nos savoir-faire qu'on ne maîtrise plus, on n'a plus la production, on n'a plus la distribution et on n'a plus nos données, on n'a plus rien. C'est ça. Ça, c'était le versant négatif. Pardon, Ouais, j'enchaîne sur le positif. Le positif, c'est que ça, c'est un truc hyper français. Donc, je me mets pas dans des baskets européennes, mais je trouve qu'on a du mal à se réjouir et on a du mal à voir le verre à moitié plein, notamment quand cette loi est passée. Okay. Il y a eu beaucoup de « Ah oui, mais du coup, ça fait de H&M et Zara des blanches colombes ». C'est pas du tout la question. Cette loi, elle est contre l'ultra fast fashion et elle restreint la fast fashion et surtout, c'est une première pierre à l'édifice. Et si on prend à nouveau un peu de recul, il y a 5 ans, l'économie circulaire et la seconde main, on en parlait très peu. Aujourd'hui, alors greenwashing ou pas, et sincérité ou pas, mais il n'y a pas une enseigne de marque de mode conventionnelle qui n'a pas proposé à un moment donné en capsule ou en permanent un corner de seconde main. Ouais. Cette loi contre l'ultra fast fashion, ça a commencé, en tout cas mon activité de lobbyiste a démarré il y a 2 ans et demi où comme une bouteille à la mer, j'ai balancé une pétition pour interdire Shein. En réalité, c'était interdire le modèle économique de la marque. Elle a levé 300 000 signatures en moins d'un mois, y compris en Belgique, relayé en Espagne, en Italie, etc. Donc, finalement, ce sont des accomplissements qui sont concrets et qui montrent que, effectivement, entre autres en légiférant, en plus d'avoir des leaders inspirants qui prennent des vraies décisions audacieuses pour le shift des modèles économiques dont on a parlé, on n'est pas contraint à ce futur imposé par Chine. Au contraire, et c'est effectivement maintenant qu'il faut se bouger. Je suis entièrement d'accord avec vous parce qu'en 2019, mon premier mandat, j'arrive ici au Parlement européen, personne ne parlait de textile. À ce moment-là, c'était vraiment pas un sujet. Et donc, dans le cadre du Pacte vert, on a poussé à ce que le textile soit inclus dans les traités de libre-échange. Idem pour qu'il y ait une reconnaissance aussi dans le devoir de vigilance d'un secteur à haut risque qui est le textile. Malheureusement, il a été retiré dans le cadre de la révision de cette directive sur le devoir de vigilance. Mais il faut qu'on continue à pousser parce qu'il y a une prise de conscience. On a obtenu dans ce cadre-là le règlement sur le travail forcé qui était assez inédit aussi. Et cette loi française, elle doit servir de levier maintenant pour agir au niveau européen. Parce que c'est bien que la France avance, mais on a un marché unique européen. Donc il faut qu'il y ait une harmonisation des normes, des approches, des règles qui soient mises en place au niveau de la lutte contre l'ultra fast fashion. Et tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure, c'est vraiment le syndrome d'une mondialisation malade. Et si on compare un débat qui est venu beaucoup plus tôt sur la table, mais qui n'est toujours pas solutionné, c'est celui de l'alimentation. La malbouffe, les conséquences sur notre santé, sur les diabètes, sur les maladies cardiovasculaires, sur l'utilisation et la surutilisation des pesticides qui sont aussi cancérigènes, perturbateurs endocriniens et qui ont amené à réfléchir à des nouvelles politiques alimentaires et agricoles au niveau européen. Et cette fameuse question de la relocalisation alimentaire, de réobtenir des régions qui assurent une production alimentaire qui rend le territoire autonome. On n'y est pas aujourd'hui parce que le modèle européen continue à encourager une agriculture majoritairement industrielle. L'analogie est la même pour le textile. Quand on va à Paris, à Hong Kong, à Rio, on va retrouver la même bouffe. McDo, Burger King, GFK, toutes les grandes chaînes de nourriture standardisées, mondialisées, où qu'on aille, on va retrouver les mêmes choses à manger. C'est pareil pour le textile.
où qu'on aille, on va retrouver Zara, H&M, les grandes marques, j'ai envie de dire favorites, mais non. Et on les trouve aussi mal habillés dans le monde. Exactement. Et là, ça pose la question du modèle économique qu'on a envie de voir redévelopper. Est-ce qu'on n'a pas envie de savourer une bonne assiette de produits locaux, de saison, qui ont du goût et dont on sait qu'ils n'ont pas un impact environnemental catastrophique et qui seront bons pour notre santé, et aussi porter des vêtements qui sont faits par quelqu'un que l'on connaît potentiellement, dont on sait d'où ça vient, comment ça a été fabriqué, dans des conditions sociales et environnementales correctes. Je pense que c'est ce goût-là qu'on doit retrouver aussi, le goût de porter des vêtements, d'acheter de manière raisonnée, raisonnable et de sortir de cette standardisation. Parce que si on standardise la nourriture, on standardise les vêtements, on standardise aussi la pensée. Et c'est ce qui est en train de nous arriver petit à petit. Il y a une lobotomisation de la pensée et de la réflexion des gens, et les réseaux sociaux contribuent à cette idée-là. Et la Chine a un agenda, effectivement, derrière ça, qui devrait réveiller les Européens, les Européennes, de manière beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. Mais on a des belles entreprises qui existent et je pense qu'on voit que, vous le disiez, il y a quelques années c'était compliqué, c'était poussif, et maintenant on voit qu'il peut y avoir une dynamique et je pense qu'il faut accompagner ça. Moi je suis allé par exemple à Lyon il y a quelques mois chez We Dress Fair. Oui. Voilà, ils sont formidables en fait, ce qu'ils proposent, ils vendent sur leur site internet que des vêtements qui sont éco-responsables, etc. C'est le rêve. C'est le rêve. Ouais, et ça marche, mais voilà. Et ça fait partie des entreprises. Moi, chez moi, dans la Drôme, ça fait des années que je suis Thomas Huriez, qui a créé 1083. Je sais pas si tu connais cette marque. 1083, en fait, 1083, c'est la distance, 1083 km entre Brest et Marseille, qui est la plus longue trajectoire française en kilomètres. Et en fait, il a voulu recréer un jean. Ah oui, le jeans. 100% made in France. Et voilà, c'est pas. Mais ils se battent depuis des années, mais c'est hyper dur pour ces entreprises-là. Et il y en a beaucoup d'autres. Je cite 2 exemples, mais il y a un avenir pour cette économie circulaire, vous croyez ? Alors oui, et j'allais dire c'est dur, mais c'est moins dur pour eux que pour les autres en ce moment. C'est-à-dire que les marques comme 1083 ou We Dress Fair d'ailleurs, qui économiquement va très bien, finalement sont moins dépendantes du marketing, des saisons, des stocks qu'on déstocke avec des moins 50, des moins 70%, des coûts d'acquisition pour se jouer des coudes en fait sur le marché digital parce qu'ils ont moins de concurrence et qu'ils ont des consommateurs et consommatrices qui ont compris leur valeur, qui soutiennent ce modèle et qui sont prêts à attendre 3 mois pour s'acheter un jean plutôt que d'en avoir 27 dans le placard. Donc finalement, non seulement ça existe et il y a un avenir, mais en plus c'est clairement un avenir qui est salvateur collectif parce qu'il y a une question qu'on n'a pas évoquée, enfin un point qu'on n'a pas soulevé sur la question de l'accès démocratique aux vêtements. Les personnes finalement qui ont peu de moyens et qui donnent leur argent à des entreprises qui ne payent pas leurs impôts ou leur TVA sur le territoire français ou européen. Et je prends l'exemple à nouveau de Chine qui est vraiment le dernier de la classe à tous les étages, mais qui, selon les chiffres de Dominique Schelcher, qui est responsable président des coopératives U, aurait payé 273 000 € d'impôts sur 1,6 milliard de chiffre d'affaires la même année en 2023 en France. Après, il faut expliquer donc, aux gens qui consomment chez Chine, le gouvernement donc, explique qu'il faut qu'on trouve 40 milliards d'économies par-ci par-là, notamment pour se réarmer, pour la santé, pour les routes, pour l'éducation de nos enfants, enfin pour tout ce qui fait finalement la société française et ses valeurs réellement démocratiques. Oui. Donc en fait, ça aussi c'est à prendre en considération. Qu'est-ce que vous financez au-delà de l'écologie, au-delà des valeurs sociales à l'autre bout du monde ? C'est votre économie et c'est votre qualité de vie sur le territoire français. Donc, est-ce qu'il y a un avenir pour ces marques ? Je pense que oui. En tout cas, clairement, mon métier, c'est de les mettre en avant. C'est au-delà du fait de taper sur des marques comme Shein, au contraire, de pousser ces leaders visionnaires, inspirants, ces gens qui s'accrochent en dépit du réglementaire qui parfois bat de l'aile parce qu'on a évoqué la CSSD, la CS3D, la CSRD. On a vu émerger dans notre malheur de loi qui régresse, finalement, des boîtes audacieuses qui disent « mais moi, loi ou pas, je m'en fous en fait. Ma roadmap RSE, elle est là, mon plan de route, il est là, ma marque employeur, elle a jamais été aussi bien, j'ai plein de consommateurs contents, qui sont dans la compréhension de notre démarche et qui, je pense à ProMode, mais ont accepté le différentiel de quelques euros supplémentaires en faveur de l'éco-conception des produits, ont accepté qu'on produise un modèle de jean ou 3 par an du modèle blanc versus 14 parce qu'en fait,
on n'aurait pas besoin d'une largeur de gamme aussi importante et se réjouissent du fait que effectivement les invendus, on en avait 17% ou équivalent et on est passé à moins de 3%. Enfin, ça c'est génial, donc c'est effectivement ça qu'il faut pousser et ça m'amène à rebondir sur mon point de vraiment, j'appelle ça l'art français de casser les genoux, mais vraiment on a un truc avec l'échec et la vision pessimiste des choses. Je pense qu'on a besoin de guider par l'exemplarité et d'influencer par l'exemplarité et que c'est la mise en avant de ces personnes-là, de ces modèles qui va nous donner envie d'aller vers un demain qui est désirable et dans lequel on a confiance, versus soit diaboliser finalement les marques comme Shein, ce qu'il faut faire d'un côté, mais pas que, soit avoir une vision hyper pessimiste et frustrée et punitive de l'écologie qui fait rêver malheureusement pas grand monde non plus. Et j'ai envie de vous interroger, parce qu'on arrive bientôt à la fin là, mais c'est un débat qui m'interpelle, moi intellectuellement à titre personnel. Je m'auto-interpelle sur le sujet. La seconde main, on parle beaucoup de seconde main. Moi par exemple, je vais parler de mon exemple. Moi j'achète beaucoup de vêtements sur Vinted. J'ai découvert il y a quelques années, très en retard, hein, je le conçois par rapport à d'autres, j'ai découvert il y a quelques années Vinted, et en fait aujourd'hui, la quasi-totalité des vêtements que je m'achète, je les achète sur Vinted. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Ça dépend d'où ils viennent, surtout. Si ça reste dans un périmètre restreint, ça dépend d'où viennent tes vêtements en fait. Et ça, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas du tout familière avec la plateforme Vinted, donc je n'ai jamais tenté moi-même. Mais la question du seconde main, pour moi, est intéressante si elle répond à une logique de circularité à nouveau et qu'elle reste dans un certain périmètre aussi, parce que une amie, par exemple, qui a découvert un super site de seconde main pour enfants, ce qui est rare pour les vêtements, mais sur les Vinted, pantalons pour garçons. les secondes mains pour enfants, c'est bien aussi. Mais ce sont des vêtements qui viennent du bout du monde et qui sont parfois reconditionnés dans d'autres pays aussi avant d'être renvoyés en France, avant qu'ils n'arrivent chez toi. Et donc là, l'empreinte carbone du vêtement, qui est pourtant de seconde main et dont l'objectif c'est justement de se dire qu'on réduit l'impact plutôt que d'acheter neuf, on achète seconde main. Il n'y a pas une logique complète pour moi dans Vinted, mais c'est un modèle parmi d'autres et je pense qu'il faut qu'on encourage ça. C'est ce que vous disiez, c'est qu'à un moment donné, c'est aussi la multiplicité des alternatives qui vont permettre d'avoir une offre, le fait de promouvoir aussi ces initiatives, et ça c'est le côté positif des réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives comme ça qui se sont fait connaître via les réseaux sociaux. On parle de We Dress Fair ou d'autres. Il y a aussi plein de marques en Belgique qui sont super, je ne vais pas toutes les citer, mais elles se reconnaîtront et qui sont actives sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'elles ont aussi développé leur clientèle. Mais avec le bémol qu'elles disent quand même, il va falloir une loi belge, européenne, pour assurer quand même une concurrence loyale. Et déployer un secteur en Europe qui nous permettra vraiment de répondre aux intentions que l'on a de développer une marque réellement durable. Et donc voilà, après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de boutiques qu'il faut encourager de seconde main, des friperies qui y a de plus en plus, surtout dans les villes, mais elles se développent quand même, et aussi supprimer la taxe sur le seconde main, par exemple, parce que ça c'est un des obstacles à un réel développement de la seconde main pour beaucoup qui disent on paye deux fois en fait. On repaye sur quelque chose qui est réutilisé, donc c'est pas logique. Et à nouveau, soutenir une économie locale, ce sera plutôt soutenir les friperies et faire les magasins et rentrer en interaction avec les personnes plutôt que d'acheter en ligne, ne sachant pas exactement d'où ça vient à chaque fois. Bon, demi-bon point, Victoire. Je peux répondre très rapidement à cette question qui est aussi passionnante. À l'échelle individuelle, et ensuite à l'échelle des entreprises. À l'échelle individuelle, je reviens tout simplement à l'interrogation pourquoi versus comment. La question, c'est pas comment j'achète de la seconde main sur Vinted, en boutique physique. Alors c'est sûr qu'il faut toujours choisir le local, les vêtements de qualité. Enfin, en fait, la logique est la même dans le neuf ou dans le seconde main. Plus local, plus qualitatif, plus durable. La question, c'est vraiment pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on va sur Vinted? Est-ce que j'y vais parce que j'ai besoin ou envie de quelque chose de spécifique pour moi, pour mon enfant? Ou est-ce que j'y vais avec un effet rebond, puisque finalement c'est moins cher, et puis c'est pléthorique, et puis c'est facile, et puis c'est livré chez moi, etc. Et une fois qu'on a répondu à cette question, si on a les bonnes réponses à son pourquoi, finalement, acheter sur Vinted ou de seconde main en général, c'est une très bonne chose. À partir du moment où on arrive à prévenir cet effet rebond, en anticipant, voilà, que ça ne devienne pas aussi frénétique que la première main. Le deuxième point, c'est que je trouve que la seconde main, et Vinted en particulier, est super intéressant pour son effet de levier.
vous avez, comme je disais, depuis 5 ans, en fait, pléthore de marques de mode qui ont compris que il y avait non seulement une nouvelle économie derrière cette seconde main, mais qu'en plus il y avait une possibilité de lustrer son image et de shifter progressivement vers une économie plus servicielle et une économie plus circulaire qui nous permet in fine de sortir de ce dont on a vu qui était la cause première de la pollution dans la mode, l'extraction des ressources et l'étape de production d'un vêtement neuf. Donc en ça, en fait, l'économie circulaire, à partir du moment où on a vraiment une bascule et un pourcentage du modèle économique qui est issu de ce nouveau modèle, un pourcentage des revenus de la marque qui est issu de ce nouveau modèle, on a un levier qui est très intéressant. Là, on a peut-être un petit point de désaccord pour le coup. Parce que je pense que l'objectif du seconde main, c'est vraiment d'essayer de réduire malgré tout l'impact. Et c'est vrai que Vinted a eu cet effet levier de populariser le seconde main. Oui, c'est ça. Sans doute. Et ça, c'est en soi positif. Mais avec le biais que vous pointez aussi, de retomber dans une logique de consommation. Et c'est là que je pense que la circularité s'envisage comme un modèle global aussi. Bien sûr. On retombe dans la question du modèle de société et de se dire il y a peut-être moyen d'avoir un seconde main local. Et c'est pour ça que je parle des boutiques physiques. On revient aussi à la vie dans les centres-villes, etc. Oui, que des grandes plateformes. Et j'insiste sur le fait que Vinted, malgré tout, il y a des allers-retours dans les vêtements aussi pour être conditionnés, etc. qui, moi, me posent question dans le modèle économique de Vinted. Même si, effectivement, je pense qu'il y a cet effet levier, cette popularisation du seconde main qui est là, mais avec un mais. Je suis complètement d'accord et de toute façon la pollution du dernier kilomètre notamment c'est ce qui a été démontré comme catastrophique sur ces plateformes, mais je dirais que en fait je décentralise la responsabilité, enfin je la déplace du consommateur qui doit réfléchir à son acte d'achat individuel à justement aux plateformes en elles-mêmes qui peuvent se raisonner. On a Vestiaire Collectif qui a banni la fast fashion de sa plateforme. Vinted, moi je leur ai poussé à maintes reprises le fait qu'ils devraient interdire la revente de vêtements Chine par exemple. Et effectivement, on peut aussi choisir via ces plateformes digitales d'avoir un usage plus vertueux en tant qu'éditeur, que plateforme en elle-même, en disant favorisez les achats dans votre propre pays ou ce qui est effectivement en entrepôt près de chez vous. Ça c'est clairement un step 2 et ce serait génial. On est très d'accord là-dessus. Bon, mais on refera un débat alors là-dessus. Bon, mais écoutez, merci à toutes les deux et on l'a vu, je crois, pendant tout ce débat qui était vraiment hyper intéressant. Vraiment, merci. C'est peut-être qu'un vêtement, mais en vérité, c'est un engagement. Et le vêtement est un engagement et on le voit dans l'économie et dans l'industrie que ça génère. Et que cette fast fashion, on l'a démontré, illustre à la fois toutes les dérives d'un modèle mondialisé qui a perdu tout son sens et qui a perdu finalement l'intérêt, même le sens de la raison avec ces surproductions, cette pollution, ces déchets, cette exploitation humaine et qu'on doit replacer, c'était pour ça que je voulais qu'on fasse cette émission, au cœur de nos choix politiques. Parce qu'en fait, le vêtement qu'on porte, l'acte d'achat qu'on fait, il est politique. Et nous, les décisions qu'on prend ici, en particulier avec Saskia, vous, ce que vous faites dans votre métier de tous les jours, en fait, c'est de la politique et qui doit démontrer, et c'est ce que j'essaye de faire voir en fait à travers toutes ces émissions qu'on met en lien les unes aux autres, c'est qu'on arrive à démontrer, et là on l'a très bien fait pendant, je pense, plus d'1 heure d'émission, qu'en fait il y a un autre modèle qui est possible. Et contrairement à ce qu'on nous explique en permanence, il n'y a pas un modèle qui nous est imposé et face auquel on ne peut rien faire. Et je crois que c'est ça qu'on doit retenir, c'est ça qu'on doit pousser, et ce type d'émission nous amène et nous pousse. Donc merci, parce que en tant que nous, législateurs, donc parlementaires, ça nous pousse aussi dans ce sens-là, parce que quand on est ici dans cet hémicycle à côté, là, avec ces voix conservatrices, d'extrême droite, qui nous expliquent à quel point on ne peut pas changer les choses, c'est comme ça, etc. Ça nous donne de la force aussi et de la puissance pour démontrer ça. Donc voilà, merci à toutes les deux, merci Victoire, merci Saskia. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et on se retrouve très bientôt. D'ici là, n'hésitez pas à partager, commenter, liker. À bientôt.